Antonio Guterres avait estimé pitoyable la réponse collective au changement climatique. La COP28 se déroule à Dubaï. Quel est votre regard aujourd'hui sur le calendrier de cette transformation écologique, ce calendrier et puis celui que vous espérez? Quelle vision vous portez? Pitoyable est quelque part, quand on y pense. 100 ans sous le règne du charbon, du pétrole. 10 ans pour intégrer la transition écologique dans nos pratiques. Pour nous, il est largement temps d'accélérer. Les solutions existent et il faut les implémenter en 1 an, 2 ans. Il faut accélérer quelque part inversement proportionnellement à ce qu'on a vécu dans les révolutions industrielles. Notre enjeu aujourd'hui, il est moins technologique parce qu'on a des solutions, on a des technologies et on continue d'innover tous les jours. Notre enjeu, il est sociétal. Après les crises qu'on a vécues, après l'inflation, dans ce monde où les élections qui ont lieu aujourd'hui partout dans le monde laissent repointer le nez d'une forme de climato-sceptisme, là où on voit une forme de découragement aussi des gens face à un schéma qui est peu enviable. Nous, ce qu'on croit, c'est que la meilleure méthode d'accélérer, c'est d'amener un récit enviable, c'est d'amener un projet de vie désirable. Donc pour nous aujourd'hui, le calendrier, il doit absolument s'accélérer. Les solutions sont là, les projets gouvernementaux sont là aussi, les feuilles de route sont tracées. Il est temps de déployer. Comment inciter les entreprises à accélérer? Construire un projet de vie enviable, c'est vraiment s'assurer qu'on trouve un enjeu économique, qu'on trouve un avantage économique dans le déploiement d'une solution. Consommer moins d'eau fraîche, d'eau naturelle qu'on va prendre dans le milieu naturel, c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour les entreprises. Ça n'est plus juste un investissement vertueux, c'est une façon de gérer les risques de demain. La réutilisation de l'eau, aujourd'hui, technologiquement, on sait traiter tout type d'eau pour les réutiliser, que ce soit dans les process industriels, que ce soit pour les besoins domestiques. On sait même, par exemple en Namibie, produire de l'eau potable à partir des eaux usées. Technologiquement, tout est possible. Les modèles doivent évoluer, les valeurs aussi doivent changer et les contrats peuvent changer. Est-ce qu'une entreprise peut aussi avoir conscience, et sans doute via les achats, ce qu'on appelle les achats responsables, que finalement avoir un comportement vertueux et moins pénalisant financièrement que continuer à acheter court terme? On a beaucoup parlé de sobriété sous l'angle de la décroissance, du manque, de la défaisance, de la privation. Et il faut vraiment que ce discours-là change. Il faut que ce discours-là revienne plutôt à une notion de suffisance et puis effectivement un cercle vertueux dans lequel on recycle, on réutilise, on régénère et au-delà de l'eau, on peut régénérer les matières premières. Nous, on va aller chercher des métaux critiques dans les concentrats des eaux usées, dans les eaux industrielles. On va aussi aller produire de l'énergie à partir de l'eau usée, de l'énergie locale et décarbonante parce qu'elle sera directement disponible. On la produit à partir, par exemple, des bouts de nos stations d'épuration. Donc plus dans les co-bénéfices que dans que dans le punitif, y compris sur la santé. Et manifestement, la COP28 est la première au cours de laquelle la santé est réellement prise en compte. D'un point de vue de la santé également, parce qu'il faut, je vous le disais, changer un peu nos valeurs. Nous, on a l'habitude de dire l'eau est trop précieuse pour l'utiliser une seule fois. Et il faut vraiment rentrer dans ces cercles-là qui sont nouveaux d'un point de vue, finalement, encore une fois, beaucoup plus sociologique que technologique. Effectivement, nous avons lancé une étude qui se penche sur le recyclage de déchets organiques, qu'une personne doit utiliser l'équivalent de sa carte TCO, en fait, pour ouvrir la benne, donc les bennes qui se trouvent dans la rue. L'équivalent, en une semaine, si on recycle ce qu'on produit en déchets organiques pendant une semaine, en fait, c'est l'équivalent de ce qu'absorbe un arbre en 17 jours. En contemplant ce qui se passerait si tout le monde faisait adopter le même comportement, alors ce comportement individuel, en fait, prend toute son importance. On cherche à donner envie aux gens d'adopter des comportements verts de façon tout à fait non coercitive, non punitive, en fait. Il faut créer des ponts entre disciplines afin de trouver des solutions aux problèmes extrêmement complexes auxquels nous faisons face aujourd'hui. La
l'année 2023 a aussi été une année où on a accéléré les actions en matière de décarbonation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'aérien, de l'aéronautique? Le secteur aérien français, les transporteurs, les constructeurs aéronautiques, les aéroports, ont été les premiers à rendre en début de cette année la feuille de route de décarbonation du secteur, qui était demandée par l'article 301 à l'ensemble des secteurs industriels. On a été les premiers à mettre le dossier sur la table, un dossier qu'on est content qu'on trouve convaincant, qui nous a demandé de nous challenger. Parce qu'on est une filière organisée, on a su mettre en place le plan, et un plan qu'on considère comme crédible, et répondre aux demandes du gouvernement. Et c'est quoi le plan? Continuer à faire ce qu'on a toujours bien su faire, c'est-à-dire l'innovation technologique pour diminuer les consommations des avions. Le truc qu'il faut absolument changer, c'est qu'il faut arrêter de mettre dans les réservoirs de nos avions du kérosène d'origine fossile, fabriqué à partir du pétrole. Et ces nouveaux vecteurs énergétiques qu'il va falloir faire émerger, il y a un volet technologique à ça. Alors c'est quoi? C'est l'électricité, c'est l'hydrogène, et c'est les carburants aéronautiques durables, donc qui ont la même texture qu'un kérosène, mais qui sont fabriqués à partir de sources d'énergie renouvelable et carbone biogénique si possible. Par contre, faire monter en puissance de la production d'hydrogène vert, faire monter en puissance de la distribution d'électricité sur les aéroports, faire monter en puissance de la production et de la distribution de carburants aéronautiques durables, ça c'est un gros sujet et que la filière de l'aérien ne maîtrise pas. Nous sommes dans les mains des énergéticiens. Quelles sont les perspectives? Comment arriver à ce fameux objectif de net zéro 2050? Est-ce que vous y croyez? Absolument. Non, je pense qu'on y croit. Par contre, il faut bien reconnaître que la marche est haute pour tout le monde, hein, et qu'on soit dans le transport aérien, maritime, terrestre, qu'on soit dans n'importe quel secteur industriel ou n'importe quelle activité de la société, le challenge, il est énorme. Est-ce que l'avion électrique est une perspective que nous connaîtrons, nous? On a une ambition sur des avions électriques un peu plus gros, de faire des premiers avions de transport locaux qui vont être 100% électriques. Des avions de moins de 19 places qui seront plutôt hybrides, avec une turbine et avec une batterie et des moteurs électriques, pour faire un avion partiellement décarboné et totalement décarboné si on y met des carburants aéronautiques durables en plus de l'électricité. Il faut que tous les acteurs qui sont intéressés à une même chaîne coopèrent ensemble de façon efficace, sinon on n'y arrivera jamais. Une entreprise ne peut pas se limiter à faire simplement son métier. Elle doit aussi être un acteur du territoire dans lequel elle est engagée. Et notre façon d'agir dans le territoire, c'est de faire deux choses. D'abord, c'est d'agir concrètement. On ne fait pas de la philosophie, on mène des projets. Et c'est de le faire en développant la coopération entre différents acteurs. Pour qu'on puisse agir efficacement sur un territoire, il faut qu'en même temps, les acteurs du monde économique, les entreprises, et les acteurs du monde des collectivités locales puissent agir de concert sur ces fameux objets concrets. Et on fait quand même un constat qui est surprenant, décevant mais enthousiasmant aussi, c'est que quand on demande aux entreprises « est-ce que vous arrivez à adresser le monde de collectivités locales de façon efficace ?», elles nous répondent non. Adresser, c'est-à-dire faire en sorte que leur solution soit utilisée. Oui, ou à interagir avec elles de façon efficace pour qu'elles soient au service des projets des entreprises. Et quand on demande aux collectivités territoriales, est-ce que vous arrivez à adresser efficacement le monde des entreprises? Ils nous disent on aimerait beaucoup, mais on n'y arrive pas non plus. Donc l'objet qu'on cherche à pousser là, c'est de dire montons un mode de coopération collectivités territoriales et entreprises pour choisir ensemble les objets sur lesquels on a envie de bosser. Et quand on demande à ces groupes, à la fois collectivités territoriales et entreprises, sur quoi avez-vous envie de bosser les amis, il y a 3 grands sujets qui sortent. Il y a un sujet autour de l'eau, il y a un sujet autour de l'énergie et un sujet autour de la formation, c'est-à-dire de la capacité qu'a le territoire à préparer les compétences dont les entreprises ont besoin demain. Est-ce que vous avez, vous, une vision de l'économie dans laquelle la sobriété a toute sa place? Est-ce qu'on peut encore penser l'économie comme on l'a pensé complètement précédemment dans le seul objectif de la croissance? Bien sûr qu'il faut raisonner tous les usages et on va être obligé d'être raisonnable. Le transport aérien, il a forcément une part importante dans la vie de l'humanité,
dans les 50 et dans les 100 prochaines années. Donc le challenge, il est assez simple. La demande sera ce qu'elle sera, mais l'offre sera une offre de transport aérien décarboné, et le plus vite possible. C'est vrai qu'il y a urgence. Selon vous, peut-on allier croissance économique et transition écologique ? Il doit y avoir une impulsion politique, publique, nationale pour inviter à moins consommer et à consommer propre, donc en particulier en s'appuyant sur des objets décarbonés. Mais je pense qu'il doit y avoir un deuxième levier qui est que pour y arriver, c'est un peu l'objet de notre propos tout à l'heure, dans la méthode, il faut que les acteurs puissent se coordonner, coopérer de façon efficace. Ingela Alger, juste une petite info que je partage, et ça serait intéressant d'avoir votre réaction, parce que cette année, c'est une femme qui est prix Nobel de l'économie, elle s'appelle Claudia Goldin. C'est une nouvelle importante. Oui, effectivement, c'est une nouvelle importante, très réjouissante, pas seulement pour les femmes d'ailleurs. Donc le travail de Claudia Goldin a consisté à révéler l'évolution de l'implication des femmes sur le marché du travail, et donc ça a permis vraiment de révéler quels sont les facteurs qui favorisent ou qui empêchent l'implication des femmes sur le marché du travail. Donc c'est vraiment un premier pas qui est vraiment essentiel pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les femmes contribuent au mieux à l'économie. Et tout le monde gagne à avoir un marché du travail qui fonctionne bien et qui fait en sorte que tout un chacun, les hommes et les femmes, puissent contribuer au mieux sur le marché du travail. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est aussi une très bonne nouvelle pour les économistes femmes et les économistes de façon plus générale, je dirais, parce qu'on sait que les femmes et les hommes ne s'intéressent pas aux mêmes sujets de recherche. S'il n'y avait que des hommes économistes, en fait, il y a certains sujets qui seraient complètement délaissés. Et je pense que Claudia Goldin elle-même est un très bel exemple de ça, parce qu'il me semble que très peu d'hommes se sont penchés sur la question de l'implication des femmes sur le marché du travail. Et je pense aussi qu'elle sera vraiment une inspiration, tout comme Elinor Ostrom et Esther Duflo, donc les deux autres économistes femmes qui ont reçu le prix Nobel. Elle va inspirer, je pense, tout un tas de jeunes femmes brillantes pour venir contribuer à la recherche en économie et aussi dans d'autres disciplines.